Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices du thème 5. Exercice 1. On souhaite déterminer la puissance d'une lampe en utilisant la relation P égale U fois I. Pour cela, il faut réaliser un montage permettant de mesurer la tension U aux bandes de la lampe et l'intensité I du courant qui la traverse. Première question, on nous demande de choisir le bon montage à réaliser parmi les montages ci-dessous. Alors en quatrième, vous avez vu que un ampère-mètre doit être placé impérativement en série dans un circuit. Si je prends le montage A, on voit ici que l'ampère-mètre n'est pas placé en série mais en dérivation. C'est-à-dire qu'il est placé en fait ici aux bornes de la lampe. Donc étant donné qu'il n'est pas en série, ici il est mal placé. Pour le montage B, c'est la même chose. L'ampère-mètre est placé en dérivation aux bornes de la lampe alors qu'il doit être placé en série. Donc pour l'instant, on peut, au niveau de l'ampère-mètre, retenir les montages C et D pour lesquels ici, l'ampère-mètre est bien placé en série. Deuxième chose que vous avez vu en quatrième, c'est qu'un voltmètre doit être placé en dérivation. C'est bien le cas pour le premier montage, également pour le montage D. Par contre, on voit que pour le montage B, le voltmètre est ici placé en série dans le circuit, ce qui n'est pas bon. Voilà, pour le montage C, ainsi que pour le montage B. Voilà, pour ces deux montages, le voltmètre est en série, donc on ne peut pas retenir ces montages. Finalement, le seul montage qui convienne, pour lequel l'ampère-mètre est en série et le voltmètre en dérivation, est le montage D. Il s'agit donc du bon montage. Alors question 2, le voltmètre indique 12 volts et l'ampère-mètre 300 mA et on nous demande quelle est la puissance de cette lampe. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut utiliser la relation P égale U fois I. Je rappelle que P, ce sera la puissance de l'appareil en watts, U, la tension aux bornes de l'appareil en volts, et I, l'intensité du courant qui traverse l'appareil en ampères. Alors, nous avons une indication ici pour la tension, elle est de 12 volts aux bornes de la lampe, mesurée avec le voltmètre, et l'intensité I, 300 mA, indiquée par l'ampère-mètre. Si je veux calculer la puissance en watts, il faut donc ici que je convertisse les milliampères en ampères. Pour cela, je peux utiliser un tableau comme ceci, ampères, déciampères, centiampères, milliampères. Un peu comme avec les mètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Vous pouvez tout à fait faire ce genre de tableau avec toutes les unités de physique. Alors, on va donc placer 300 dans ce tableau, 0, 0 et le 3 ici. Et si je veux donc en ampères, je vais ajouter un 0 ici, donc la valeur sera égale à 0,300 ampères. Voilà pour l'intensité du courant en ampères. Maintenant que j'ai U en volts et I en ampères, je peux faire le calcul à partir de cette formule. P égale 12 fois 0,3, ce qui fait 0,36 watts. Voilà pour ce premier exercice. Exercice 2. La figure ci-contre représente une installation électrique. Première question, l'un des appareils n'est pas adapté à la ligne, lequel? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons à nouveau utiliser la relation P égale U fois I. Et là, nous allons calculer l'intensité du courant qui traverse chaque ligne. Et nous allons voir si cette intensité est bien inférieure à celle indiquée par chaque fusible. C'est tout à fait la situation qu'on a étudiée dans l'activité une étrange panne. Alors, je vais donc isoler I dans cette formule. Je vais donc faire passer U de l'autre côté. J'aurai donc I égale P divisé par U. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre cette relation dans un triangle. P égale U fois I. Et en fait, si on cherche I, on voit que P est en haut et U en bas. Donc, on retrouve bien I égale P sur U. Alors, on va faire les calculs ici pour chaque appareil. La puissance est indiquée pour chaque appareil. La tension n'est pas indiquée ici, mais on sait qu'ils sont branchés sur des prises secteurs. Et on a vu dans l'activité une étrange panne que tous les appareils sont branchés en dérivation et ils ont donc tous une tension égale à 230 volts. Retenez bien cela, c'est que tous les appareils domestiques sont alimentés par une tension de 230 volts.
Par conséquent, ici, nous aurons les calculs suivants. Voilà, donc I égale 75 watts sur 230 volts, 2300 watts sur 230 volts, 1200 watts sur 230 volts. Et là, attention, vous avez 4 kilowatts. Le préfixe kilo veut dire 1000. Par exemple, kilomètre, c'est 1000 mètres. Kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, 4 kilowatts, c'est 4000 watts, divisé par 230 volts. Si on fait les calculs, eh bien, nous obtenons les intensités suivantes. Et on remarque qu'il y a une intensité qui est supérieure à celle prévue par le fusible, c'est celle du radiateur. Ça veut dire que le radiateur ici n'est pas posé, n'est pas, on va dire, alimenté par une ligne qui lui convient. L'intensité du courant qui traverse le radiateur est supérieure à celle supportée par le fusible. Il n'est pas adapté à cette ligne. Que va-t-il se passer si on met le radiateur en route? Eh bien, le fusible va se déclencher. Le circuit sera donc ouvert et le radiateur ne va pas fonctionner. Alors à noter que les fusibles, on l'en trouve sur les installations électriques anciennes. Maintenant, vous avez plutôt des disjoncteurs. Si vous allez voir sur vos tableaux, vous avez des disjoncteurs ici qui vont ouvrir le circuit si l'intensité du courant est supérieure à celle prévue. Donc le fonctionnement est tout à fait analogue à celui du fusible. Voilà pour la question 2. Donc question 3. Proposer une modification de branchement permettant à chaque appareil d'être adapté à la ligne. Eh bien, il faudrait pour cela intervertir le radiateur avec le fer à repasser. On voit que le fer à repasser, on va dire, est alimenté par un courant d'intensité de 5,2 ampères, ce qui est bien inférieur à 16 ampères si on le branche ici sur cette ligne-là. Et cette ligne ici, elle, est protégée par un fusible de 25 ampères, donc ça va convenir au radiateur, lui, qui demande 17,4 ampères. À noter que il ne serait pas du tout judicieux de intervertir les deux fusibles, parce qu'en fait, ici, si on a mis un fusible de 16 ampères, c'est parce que ce câble-là, il est prévu pour un courant de 16 ampères maximum. Si on lui met, enfin, s'il est traversé par un courant supérieur à 16 ampères, ce câble-là, il va chauffer anormalement. Donc, évidemment, on met les fusibles qui correspondent à la capacité du fil, à sa résistance par rapport à l'échauffement. Alors, du coup, ici, en intervenant en échangeant le radiateur avec le fer à repasser, eh bien, nous aurons tous les appareils qui pourraient fonctionner en même temps. Exercice 3. L'image ci-contre montre en vue de dessus une table de cuisson. On vous rappelle que la tension du secteur est égale à 230 volts. Première question, quelle est la puissance maximale de cette table de cuisson? Pour cela, il suffit d'additionner les 4 puissances de chaque plaque. Vous obtenez 6800 watts. Question 2. Quelle est l'intensité du courant dans les fils d'alimentation de cette table lorsque toutes les plaques fonctionnent en même temps? Alors on va utiliser la relation P égale U fois I et nous allons chercher l'intensité du courant. Donc I est égal à P sur U. La puissance que nous allons prendre, c'est la puissance lorsque toutes les plaques vont être allumées en même temps, soit une puissance de 6800 watts. Maintenant, la tension. Eh bien, nous savons que chaque plaque est alimentée par une tension de 230 volts. Pourquoi? Parce que ces plaques sont placées en dérivation. Dans toutes les installations électriques domestiques, les appareils sont branchés en dérivation, donc la tension est la même pour chacune des plaques. Et c'est la même finalement pour l'ensemble des plaques. Cette tension de 230 volts, elle est pour, on va dire, l'ensemble des 4 plaques qui sont montées en dérivation. On aura donc I égale 6800 watts sur 230 volts. Nous trouvons une intensité égale à 29,56 ampères. Exercice 4. Une lampe de puissance 100 watts fonctionne pendant 4 heures 15 minutes. Première question, combien y a-t-il de secondes dans 4 heures 15 minutes? Alors on va d'abord s'intéresser à 4 heures. 4 heures, c'est 4 fois 3600 secondes. Effectivement, 1 heure, c'est 3600 secondes, 60 fois 60. Donc 4 heures, 4 fois 3600 secondes, nous trouvons 14 400 secondes. 15 minutes.
Nous savons que 1 minute c'est 60 secondes, donc 15 minutes va être égal à 15 fois 60 secondes, soit 900 secondes. Ainsi, 4 heures 15 minutes va être égal à 14 400 secondes plus 900 secondes, soit 15 300 secondes. Question 2. Calculer l'énergie consommée en joules. Pour cela, nous allons utiliser la formule E égale P fois T. E, c'est l'énergie. Alors ici, on nous demande en joules. P, c'est la puissance qui doit être en watts. Et si on veut l'énergie en joules, il faut que le temps soit en secondes. Donc on va réutiliser la réponse qu'on a trouvée à la question précédente. Ainsi, avec une puissance de 100 watts et un temps de 15 300 secondes, correspondant à ces 4 heures 15 minutes, nous aurons une énergie égale à P fois T, soit 100 fois 15 300, ce qui fait 1 530 000 joules. Donc on voit que c'est quand même une valeur assez élevée, uniquement pour une lampe de puissance 100 watts qui fonctionne uniquement pendant 4 heures 15 minutes. Question 3, on va exprimer maintenant cette énergie en wattheures. Alors si on veut l'énergie en wattheures, voilà, il faut encore la puissance en watts, mais cette fois-ci, le temps doit être en heures. Des watts fois des heures, ça nous donne des wattheures. Donc par conséquent, il va falloir qu'on convertisse 4 heures 15 minutes en heures. Alors, nous avons toujours cette puissance de 100 watts. Nous avons ce temps de 4 heures 15 minutes. 4 heures 15 minutes, c'est égal à combien d'heures? Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que 4 heures 15 minutes, c'est 4,15 heures, ce qui est faux. Alors, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez vous dire, bah voilà, 15 minutes, c'est un quart d'heure. Donc un quart d'heure, c'est 0,25 heures. Donc 4 heures 15 minutes, c'est 4,25 heures. Donc voilà, si vous avez l'habitude, vous pouvez trouver ça rapidement. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire un petit tableau de proportionnalité, comme ceci. Vous savez que 1 heure, c'est 60 minutes. Et vous cherchez, finalement, à combien d'heures correspond 15 minutes. Si on fait le calcul, on va trouver 15 fois 1 divisé par 60, donc 15 divisé par 60, ce qui fait 0,25. Ainsi, on peut affirmer que 15 minutes, c'est 0,25 heures, un quart d'heure. Par conséquent, ici, le temps va être égal à 4 heures plus 0,25 heures. Et bien voilà, 4 heures 15 minutes n'est pas égal à 4,15 heures, mais à 4,25 heures. Il faut être vigilant sur ce point. Une fois qu'on a fait ça, nous pouvons utiliser la formule donnée précédemment, E égale P fois T, soit P 100 fois 4,25, ce qui nous fait 425 wattheures. Voilà. Donc on voit que exprimé en wattheures, la quantité d'énergie est beaucoup plus faible qu'en joules. C'est pour ça qu'on utilise plutôt cette unité d'énergie, on va dire, c'est l'unité qui est affichée sur le compteur électrique afin de déterminer la quantité d'énergie consommée dans un foyer. Exercice 5. Un lave-vaisselle de puissance 2500 watts fonctionne tous les jours pendant 1 heure 30 minutes, en heure creuse. Le prix du kilowattheure en heure creuse est de 12 centimes d'euros, 0,12 euros. Première question, calculer l'énergie consommée par le lave-vaisselle pendant un mois de 30 jours. Alors, avant de calculer l'énergie pendant un mois, je vais déjà calculer l'énergie pendant un jour. Je vais réutiliser la formule E égale P fois T, sachant que j'ai une puissance P de 2500 watts et un temps T de 1 heure 30 minutes. Alors, 1 heure 30 minutes, c'est 1 heure plus la moitié d'une heure. Donc 1 heure plus 0,5 heures, ce qui fait 1,5 heure. Donc j'utilise cette formule E égale P fois T, 2500 watts fois un temps d'utilisation de 1,5 heure par jour. 2500 fois 1,5, ça fait 3750 wattheures. Donc le lave-vaisselle consomme 3750 wattheures par jour. Maintenant, je vais calculer l'énergie consommée par le lave-vaisselle pour un mois de 30 jours. Pour cela, je n'ai qu'à multiplier cette valeur que j'ai trouvée par 30. 30 fois 3750, ça fait 112 500 wattheures. Alors 112 500 wattheures, je vais le convertir en kilowattheures. Pour cela, je n'ai qu'à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Voilà. Et donc je trouve 112,5 kWh.
Donc chaque mois, l'utilisation du lave-vaisselle entraîne une consommation de 112,5 kWh. Alors quel est le coût d'utilisation mensuelle de ce lave-vaisselle? Eh bien, chaque kilowattheure coûte 12 centimes d'euros, donc le coût d'utilisation va être de 112,5 fois 0,12. On trouve un coût d'utilisation mensuelle de 13,5 euros par mois. Exercice 6. Pour assurer la transition énergétique, la France a mis en place une politique de développement de l'éolien. Une éolienne a une puissance moyenne égale à 2 MW et elle fonctionne en moyenne 2500 heures par an. Première question. Calculer l'énergie électrique produite par une éolienne pendant une année, sachant qu'un mégawatt correspond à 1 fois 10 puissance 6 watts. Exprimer le résultat en kilowattheure. Nous allons utiliser la relation E égale P fois T. Nous savons donc que cette éolienne a une puissance de 2 MW. Or, 2 MW est égal à 2 fois 10 puissance 6 watts, puisque ici, 1 MW vaut 10 puissance 6 watts. Voilà pour la puissance. Et on sait que cette éolienne fonctionne en moyenne 2500 heures par an. Donc en remplaçant dans la formule, E égale 2 fois 10 puissance 6 fois 2500, ça nous donne 5 fois 10 puissance 9 Wh. Alors on va exprimer cette énergie en kilowattheure. Comme on a une puissance de 10 ici, on ne peut pas faire ça dans un tableau. On va dire un tableau de conversion, mais on va faire ça avec un tableau de proportionnalité. Par conséquent, alors 5 fois 10 puissance 9 Wh est égal à combien de kilowattheures? Faisons notre tableau. Nous savons que 1 kWh correspond à 1000 Wh. Et nous cherchons pour 5 fois 10 puissance 9 Wh à combien de kilowattheures cela correspond. Une fois qu'on a bien fait notre tableau, le calcul est facile. 5 fois 10 puissance 9 fois 1 ici, divisé par 1000. Donc 5 fois 10 puissance 9 divisé par 1000, ça nous donne 5 fois 10 puissance 6 kWh. Ça veut dire que, en moyenne, une éolienne fournit par an 5 millions de kilowattheures. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir cette production d'énergie, finalement, ça correspond à la consommation de combien de foyers. Donc, sachant que la consommation électrique moyenne annuelle d'un foyer est égale à 10 000 kWh, de combien de foyers une éolienne peut-elle théoriquement couvrir les besoins électriques? Alors, là aussi, nous allons procéder sous forme d'un tableau. Première colonne, nombre de foyers. Deuxième colonne, énergie annuelle consommée en kilowattheures. Nous savons qu'un foyer consomme en moyenne 10 000 kWh par an. Et nous allons chercher le nombre de foyers qui vont consommer une énergie égale à 5 fois 10 puissance 6 kWh par an, puisque ça, c'est l'énergie produite par une éolienne en moyenne par an. Et donc là aussi, le calcul est facile. 5 fois 10 puissance 6 fois 1 divisé par 10 000. Donc le nombre de foyers, 5 fois 10 puissance 6 divisé par 10 000, ça donne 500 foyers. Ainsi, ce type d'éolienne couvre en moyenne les besoins énergétiques de 500 foyers. Question 3 de cet exercice. Quels sont les avantages et inconvénients de l'éolien? Alors, avantage de l'éolien. Il s'agit d'une énergie non polluante, qui ne produit pas de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, et c'est une énergie renouvelable. Nous avions vu déjà que, par exemple, les énergies fossiles, ce sont des énergies dont les réserves sont limitées. Eh bien, le vent, on aura toujours du vent, et donc on n'a pas de risque de pénurie de cette source d'énergie. Maintenant, les inconvénients. C'est une énergie intermittente. Si on aura toujours du vent, eh bien, ce vent n'est pas présent tous les jours. Et donc, cette énergie, elle peut être produite en grande quantité ou très faiblement selon la météorologie. Et également, un autre inconvénient de l'éolien, c'est qu'il nécessite de grandes surfaces. Donc, lorsqu'on a un champ d'éoliennes, eh bien, il faut des surfaces très très importantes pour pouvoir implanter ce champ d'éoliennes. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Question suivante. On nous demande de compléter le schéma ci-dessous en indiquant les conversions d'énergie.
Alors, le vent ici, c'est une source d'énergie. Cette source d'énergie s'appelle l'énergie éolienne. Alors, on n'a pas encore vu l'énergie cinétique, on en a un petit peu parlé en début d'année, mais on pourrait également dire qu'il s'agit de l'énergie cinétique du vent, c'est-à-dire l'énergie liée au mouvement des molécules présentes dans l'air. Et donc, le système éolien va transformer cette énergie éolienne ou énergie cinétique du vent en deux autres énergies. D'abord, et c'est plus intéressant, l'énergie électrique qui sera envoyée dans le réseau électrique, mais aussi dans le milieu extérieur de l'énergie thermique. En fait, en tournant, en fonctionnant, eh ben, l'éolienne va produire de l'énergie thermique. Et donc ça, c'est de la perte d'énergie. Voilà pour ces exercices. N'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose n'est pas clair dans ce corrigé. Je vous souhaite à tous bon travail. Au revoir.